faire cette présentation associée dans l'écran avec les animations. Il n'y a pas de conflit d'intérêt particulier en lien avec ce sujet. Les objectifs aujourd'hui seront de faire des rappels sur la présentation ou plutôt les différentes présentations cliniques des polycliniques, afin en particulier de bien différencier la polyclinique simple des différentes polycliniques compliquées. On verra les stratégies diagnostiques, les premiers gestes antalgiques et thérapeutiques aux urgences et surtout l'orientation qui sera décisive pour l'interne. On verra enfin un mot de situation particulière, que ce soit la forme ou le terrain, en conclusion de ce webinaire. Alors, le cœur du sujet se base sur des conférences de consensus de sociétés de médecine d'urgence. La première date de 1999 et elle a été remise à jour, actualisée en 2008, avec une contribution urologique cette fois-ci. Je m'engage à lire cette actualisation de conférences de consensus qui est organisée en 5 grandes questions et j'ai repris les points principaux de cette conférence de consensus. Il y a parfois des thèmes qui ne sont pas des questions auxquelles il n'est pas apporté de réponse dans cette conférence qui va être la 14 ans. Avec les recommandations européennes de l'échelle. Alors on va partir d'un cas clinique classique, donc un homme de 35 ans qui est venu aux urgences. Il a d'insupportables douleurs vers le bout, côté droit. Le début a été brutal, après une brève pression de malaise générale avec des nausées. Un autre contexte, je vous ai mis l'écran local qui traduit que la nuit n'est pas agréable pour les collègues qui sont aux urgences. Voilà, ce costaud gaillard pleure de douleur et insulte tu croises son regard dans le couloir du service des urgences est encombré de patients attendant examen radiologique, avis spécialisé ou de la routine. Voilà, donc le contexte, on va le voir, le contexte de la prise en charge est très important, et notamment l'accès aux examens complémentaires va être en partie modulé par la suspicion, la probabilité. Et donc, les premiers temps de votre activité seront, premièrement, des constellants diagnostiques, et enfin et surtout, définir s'il s'agit d'une politique simple ou compliquée. Alors, j'ai choisi quelques rappels que ce patient, vous avez noté, n'a qu'une douleur anéoscrotale, une douleur des bras. Il n'avait pas de douleur lombaire. Or, classiquement, une colite néphrétique est définie comme un syndrome douloureux abdominaux à lombo-abdominal, donc qui commence classiquement dans la fosse lombale et qui irradie en bas et en avant vers la fosse iliaque et vers les organes génitaux. Pourquoi? Si on s'intéresse au rein, en fait, la douleur provient de la mise en tension de la voie extractive supérieure. Et cette qualité pseudo-pelvicielle se situe à peu près au niveau vertébral L, qui est le type de projection de. Quand on reprend les dermatomes du corps humain, on voit que le dermatome M1, justement, se projette à l'aile vers les organes génitaux externes. Et donc, c'est une irradiation douloureuse qui s'explique par des connexions, on va le voir juste après, au niveau de la racine dorsale, binaspinale, L1 plus ou moins à niveau vertébré. Alors classiquement, le début est brutal, unilatéral, intense, avec cette irradiation qu'on a définie. Il y a fréquemment des signes associés, pas forcément tous, ils peuvent être digestifs, à type de nausée, de vomissement, c'est une douleur vagale, qui peut même être exacerbée et provoquer des signes généraux, à type d'anxiété, d'agitation, et il peut y avoir des signes urinaires, en particulier pour des calculs qui sont enclavés tout en bas de l'artère, notamment au niveau du méa, du rétrovésicale. C'est un endroit où le calcul est finalement enclavé au sein de la paroi de la vessie et il peut être, entre guillemets, irritatif. Des cholestérol, soit et puis un signe fréquent sera le signe de la nature. Alors juste un rappel clinique pour
situer le rein de la fosse lombaire et rappeler que les reins ont des rapports osseux, musculaires, mais aussi nerveux. Et le grand bénéfice différentiel de la un des grands, c'est la pyélonéphrie. Dans la pyélonéphrie, la douleur n'a pas le même mécanisme. Il s'agit alors d'une inflammation de la fosse lombaire, dont la graisse périnée, les muscles de la paroi postérieure, et ces muscles laissent passer des petits nerfs subcostales, ilioinguinales, et la douleur pyélonéphrique est exacerbée à la percussion lombaire, signe qui sera beaucoup moins net dans une colite néphritique transitoire absente. L'irradiation va aussi s'engager légèrement vers l'avant, mais un peu moins bas dans une pyélonéphrique très descendante et très inférieure dans les organes épithètiques. Dans un cas, douleur stomatique, dans l'autre cas, une douleur autonome avec une irradiation, comme il y a une irradiation dans les douleurs de l'infarctus du nerf. On va voir que les diagnostics différentiels sont nombreux, donc il faut frapper bien sûr tous les rapports rénaux avec les organes hépatobiliaires, digestifs, à droite, pareil à gauche, les douleurs éventuellement pancréatiques. Les diagnostics différentiels peuvent être aussi pelviens, voire thoraciques, et on pense en particulier chez la femme aux pathologies annexiques. Encore un mot de morphologie, d'anatomie, pour préciser qu'on distingue trois portions à l'urtère. Déjà l'urtère, on l'appelle aussi la voie excrétrice supérieure extra-rénale, puisque l'appareil urinaire est vital au appareil, qui va donc du rein à l'urtère jusqu'au méa utéral, et de bas appareil urinaire, c'est la vessie. Dans le haut appareil excréteur, on distingue une voie excrétrice intra-rénale, qui est ici, et une voie excrétrice extra-rénale. L'urtère a trois portions. Un urtère lombaire qui va finalement de son piélo-latéral jusqu'à la projection de la trachea. Un urtère iliaque qui va donc jusqu'au croisement des vaisseaux iliaques. Et enfin, l'urtère pelvien qui se termine au méa utéral. Il y a trois portions, il y a aussi des rétrécissements de calibre à la jonction de ces différentes portions. Le premier étant issu de la jonction pédéo-latérale, le second le croisement avec les vaisseaux iliaques, et le troisième, le plus resserré, c'est le méa urétéro-vésiculaire. Donc trois sites d'enclavement préférentiel des calculs, et en particulier le plus distal, qui est le plus difficile à passer, c'est là en général où sont les petits calculs. Alors, on a dit quelques mots sur l'examen clinique, essayer de confirmer cette technique, écarter les grands diagnostics différentiels. En général, et c'est le cas de mon dossier, quand on fait un examen physique, on retrouve une douleur lombaire, ici droite, avec un enflement, mais qui est moins intense que la douleur thoracique. Alors, vous posez des diagnostics de colite néphrétique, la question des examens complémentaires. Même stratégie. Il faut essayer de confirmer le diagnostic, éliminer autant que possible les diagnostics imparfaits et puis répondre à cette question avec une colite néphrétique simple et compliquée. Alors, on va reposer les bases et définir ces questions des colites néphrétiques simples et compliquées. On va le faire en creux. On va commencer par lister les quatre grandes colites néphrétiques compliquées et on va le faire de la plus grave et la plus fréquente. Donc, la première, celle qui engage le pronostic vital, c'est la pyélonéphrie obstructive. Donc, il faudra tout de suite, dès l'accueil aux urgences, c'est dans le rôle de Diao, de rechercher de la fièvre, des frissons, des signes infectieux, on peut aussi la deuxième colite néphrétique compliquée, c'est celle qui est bilatérale ou qui a un cours qui survient sur un rein unique ou même un patient transplanté. Alors, à la précision tout de même, vous pourrez peut-être voir des patients transplantés à Ducel, qui sont en de transplantation. Les patients transplantés rénaux n'ont pas de douleur en cas d'obstruction de leur voie externe, parce que le rein transplanté n'est pas innervé, donc il n'y a pas de douleur. Par contre, ça va se traduire par une oligoalgurie ou une expérience rénale. Et
Pour être complet chez les patients intrarénales, la cause de colite néphrotique est en général plutôt par des sténoses anasténotiques, post-greffe, que par des calculs. Donc, pyélonéphrique obstructive, colite néphrotique anurique, et enfin le terrain. Il faut là aussi rechercher la notion de rein unique, d'insuffisance rénale chronique, d'immunodépression, ou de grossesse, qui sont tous des critères que je vais supposer. La quatrième et dernière catégorie concerne les colites néphrotiques hyperalgiques et qui est définie avec un délai de 24 heures, puisque la définition c'est que réfractaire à 24 heures de traitement optimal. Donc elle était principalement puisqu'elle était définie le lendemain. On voit bien que pour les trois premières situations, l'orientation se fait très tôt avec des questions très simples. Avez-vous de la fièvre? Avez-vous des signes infectieux urinaires? Y a-t-il encore une diarrhée? Et puis des questions sur le terrain. Donc, ces questions-là, quand on reçoit un coup de fil d'urgence d'un neurologue pour une colite néphrotique, les trois questions qu'on pose, de la fièvre, l'urine, le terrain est-il normal ou particulier? C'est les trois premières questions, quelle que soit l'heure du jour du jour. Et si toutes les réponses à ces questions sont RAS, à ce moment-là, on va retenir une colite néphrotique simple, dont le traitement sera l'opposé de la colite néphrotique compliquée. Alors, colite néphrotique compliquée, il faut appeler l'urologue et hospitaliser. Et donc, c'est tout l'inverse pour la colite néphrotique simple. Le traitement sera ambulatoire et il n'est pas indispensable d'appeler l'urologue. C'est tout l'intérêt de ce webinaire. C'est d'essayer de mieux cibler les coups de fil, en particulier avec. Je vais préciser que le coup de fil avec l'urologue pour une colite néphrotique simple n'est pas utile, quelle que soit l'importance de la dilatation, puisque, encore une fois, avec une colite néphrotique, c'est mal, c'est la mise en tension de la voie extraordinaire supérieure. Donc, si à l'imagerie d'un radiologue une dilatation 15 à 28 ou à 47, ça ne change rien. La taille de la dilatation n'est pas un critère de colite néphrotique compliquée. La taille de la dilatation n'a pas d'importance. Ce qui était important, c'était de confirmer qu'il y avait une dilatation. Ah, ça confirme la situation qu'on avait eue. C'est très important d'avoir des idées bien claires sur les colites néphrotiques simples et compliquées. Donc, je vais remettre une petite touche. Une colite néphrotique simple, c'est un obstacle. Ici, j'ai fait un calcul. On parlera après de l'expression tumorale. Et le but de la stratégie, c'est d'éliminer une infection urinaire associée. Dans ce cas-là, un obstacle plus une infection, ça s'appelle une colite néphrotique entre guillemets théorique, c'est ça. Je vais même dire exactement une pyélonéphrique obstructive. Les questions qu'on se pose, c'est est-il de la fièvre, est-il de Il y a une autre façon d'arriver au diagnostic de pyélonéphrique obstructive, encore une fois, c'est l'urgence qu'on veut définir l'urologue, c'est d'y arriver par le biais d'une pyélonéphrique simple. Imaginons un patient, et on voit souvent le cas chez des patients hospitalisés dans les services à l'hôpital, qui sont traités pour une pyélonéphrie, et ça peut arriver, on n'a pas fait d'imagerie. Personne ne s'est posé la question, y a-t-il une dilatation associée? Et c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser en cas de diagnostic de pyélonéphrie. Y a-t-il une obstruction? Et dans ce cas-là, ça définirait une pyélonéphrie obstructive. Vous voyez, il y a deux façons d'arriver à ce diagnostic que l'on réduit. Il faut penser ici à rechercher une infection. Il faut penser ici à rechercher une obstruction. Il n'y a rien de tout ça. Et on va revenir sur notre technique de diagnostic simple. Bien, les examens à faire, selon les recommandations, sont très libres. Ils vont beaucoup dépendre du contexte et de votre suspicion clinique et des éventuels diagnostics différentiels que vous auriez. Finalement, les deux seuls examens que les recommandations imposent, entre guillemets, c'est la bande vétérinaire, qui a l'avantage d'être rapide et coûteuse, d'être plutôt sensible, entre 70 et 100%, suivant le moment où vous allez faire, et de pouvoir surtout, en cas de maîtrise leucocyte, pouvoir faire évoquer un diagnostic d'infection associée. Dans ce cas-là,
faut envoyer le CDI. Donc la recommandation, c'est de prélever des urines dès l'arrivée aux urgences et prévoir de flacons. C'est important parce que si jamais la DI est positive pour les nitrites, il faut envoyer le CDI. Et si le patient a déjà tout uriné pour la DI, il y aura une perte de champ. Donc pensez bien à ce prélèvement urinaire avec dépôt pour la cytologie. Ensuite, la prise de sang, ça va réellement dépendre des hypothèses du diagnostic différentiel. Le seul examen qui est recommandé quand on arrive à retrouver de grandes difficultés de ce on va dire, eh bien c'est la créatinine, pardon, la créatinine qui est faite en fait au moment de la pause. Qu'en est-il de l'imagerie? Là aussi, le but de l'imagerie, quand on est diagnostic, d'écarter les diagnostics différentiels. Donc, à nouveau, c'est la probabilité clinique qui va vous guider. Dans les formes de colique néphrotique simples, telles qu'on les a définies, sans CRF, sans oligo-amylose, sans thérapie, l'imagerie en urgence n'est pas indispensable, elle peut différer de 48 heures. Les recommandations de 99 mettaient au premier plan le couple écho-ASP. La réactualisation en 2008 ressent la place du scanner, parce que c'est vrai qu'un scanner hélicoïdal sans injection a tout de même pas mal d'avantages que j'ai résumé ici. Déjà, il va vous donner la taille et la densité du calcul. On va voir que secondairement, ce sont des éléments pronostiques importants. Le calcul va passer seul ou pas, ça va évoluer aussi. Et puis la densité pour les calculs très peu denses, moins de 500 molécules. Ce sera intéressant de faire une organisation. Donc, il vous donne beaucoup d'informations sur le calcul. Il élimine éventuellement les diagnostics différentiels, donc si vous n'êtes pas sûr de l'objectif, vraiment c'est vers le scanner qu'il faut probablement aller. C'est un examen qui n'est ni patient dépendant ni opérateur dépendant. Je pense aux patients en surpoids chez qui l'échographie est difficile. Donc là, pas mal d'avantages. J'ai mis ici cette image qui montre ce qu'on appelle le ring sign, RIM, comme une jante. C'est un petit halo clair autour du calcul, parce que dans le calcul plus bas dans le pelvis, on peut être piégé par des phébolites, donc des calcifications veineuses, qui, elles, n'auraient pas cet œdème urétéral autour du calcul. Connu, que je mentionne, on peut mentionner aussi la dilatation télécapicielle sur une partiale, sur une petite verticale. Et classiquement, la dimension du calcul, il vaut mieux la mesurer sur une coupe axiale que sur une coupe longitudinale. C'est en tout cas ainsi, on va voir que les probabilités de distribution sont. Les inconvénients du scanner, donc, voilà, c'est pas comme ça. Autrefois, le coût du scanner était mis en avant et puis son accès la nuit. Je pense que le problème de l'accès est une fausse actualité. Celui du coup, en réalité, est un faux argument parce qu'il a été démontré qu'on gagnait 2 heures de passage aux urgences versus l'UIV qui était autrefois extrêmement alors par contre, il y a un vrai inconvénient qui est l'irradiation. Et je fais ce petit dessin pour vous rappeler tout de même que l'échographie, en particulier l'échographie endovaginale chez les femmes jeunes, c'est un examen qui sera très intéressant parce qu'on a vu que les petits calculs bloquent souvent tout en bas, là où le calibre héréditaire est plus fin. Donc le trigone, je rappelle que les urtères arrivent en bas et en arrière. Donc lors d'une écho endovaginale, la sonde d'échographie est au contact du trigone, au contact de la calcul qui sera enfermé ici, et il sera vu plein phare à l'échographie avec le podium supérieur. Donc c'est un examen qui a un vrai intérêt en plus d'être non irradié. Les études ont aussi évalué endorectal chez l'homme, mais qui semble pas de recommandation en la matière. Donc c'est une notion que je souhaitais vous transmettre pour la culture générale. En pratique, c'est souvent le radiologue qui va choisir s'il préfère commencer par une échographie
plus ou moins un scanner en cas d'examen non contributif. Alors, les recommandations, vous voyez, expliquent que c'est le délai, l'acceptabilité, le contexte clinique, la probabilité des hypothèses qui vont définir l'acceptabilité. 4 grandes situations, une colite néphrotique simple, où le couple AST-ECHO ou le scanner peuvent être discutés à part égale. Finalement, je trouve que le scanner apporte des informations précieuses pour la prise de l'examen. En fait, le scanner est finalement souvent l'examen de choix en dehors vraiment de la femme jeune, en tout cas de la femme enceinte. Le délai, donc pour la colite néphrotique simple, vous autorise, ça va être le cas dans le dossier, à récupérer les examens en externe, donc en ambulatoire. Un mot sur la prise en charge antalgique. Ce sont des patients qui ont des douleurs importantes, illustrées dans ce cas clinique. Et les AINS ont une place importante et depuis longtemps, on a un recul de plusieurs décennies, et en particulier le kétoprophène, qui a maintenant l'AMM depuis au moins 15 ans, dans la colite néphrotique, à la dose de 100 mg en IVL. Et pourquoi ça marche si bien, les AINS? Et ça marche même encore mieux dans les études AINS versus morphine seul. Les AINS ont une meilleure efficacité. Pourquoi? Il faut revenir à la physiopathologie de la colite néphrotique. En fait, la migration d'un calcul qui s'enclave dans le cœur provoque une inflammation et un œdème de la paroi urétérale qui va finaliser l'obstruction et donc élever la pression chélocolicienne. Cette augmentation de pression va stimuler la sécrétion de prostaglandine dans la médulaire rénale, qui elle-même va augmenter le flux de défiltration glomérulaire et donc augmenter la pression. C'est finalement le cercle d'auto-entretien de cette hyperpression chélocolicienne. En mémoire, l'augmentation de la prostaglandine stimule aussi le système rénine-angiotensin et provoque des symptômes qui sont extrêmement. Et l'intérêt des AINS, c'est de jouer à la fois sur l'œdème urétéral, donc ils ont des propriétés des obstructifs à part entière. Deuxièmement, ils vont jouer sur la stimulation des prostaglandines et en quelque sorte interrompre ce cercle d'hyperpression. Ils vont aussi diminuer le débit de filtration du glomérulaire. Et enfin, quatrièmement, ils ont une action antalgique à part entière. Donc, vraiment, les AINS sont l'antalgie de choix en première application. C'est confirmé dans les recommandations de 2008, le kétoprophène, 100 mg de l'IVL. En deuxième intention, action morphinique, qui est tout de même un peu plus complexe à mettre en œuvre aux urgences, elle sera indiquée en cas de contre-indication aux IRS ou en cas de non-réponse au traitement AINS. Nouveau résumé de la situation. Donc, pour un patient qui arrive en colite néphrotique, l'urgence initiale est le traitement AINS. Et tout de suite, il faut penser au tamisage des urines. Il faut bien préciser ça dès l'accueil d'urgence. Il y a un principe de filtre en plastique rigide, et si ce n'est pas ça, les filtres à café peuvent très bien faire la place. Ensuite, dans la colite néphrotique simple, non compliquée, les grandes notions sont une antalgie AINS intraveineuse, puis un relais oral, poursuivre le tamisage à domicile, et imagerie en externe et consultation urologique. Alors, quand on maintenant de la sortie, on va rentrer pour un traitement ambulatoire. Il y a quand même quelques conseils à lui donner, ils vont sûrement poser des questions, et notamment quelle est la probabilité d'expulsion spontanée d'un calcul avec un traitement AINS. Et bien, il y a la réponse de cette étude de 2017 qui est étudiée en fonction de la taille des calculs. Alors, c'est un diamètre sur une coupe axiale et en fenêtre osseuse. C'est important parce qu'en fonction de la fenêtre de l'os, on va varier quelques minutes. Et ça dépend, vous voyez, de la taille du calcul, mais aussi de sa position. Plus les calculs sont bien situés, plus l'évacuation spontanée sera difficile. Alors, est-ce qu'il y a un seuil? Est-ce qu'on peut dire que les calculs de 6 ou 7 mm
n'ont plus vraiment de chance de s'évacuer. C'est toute la question. En tout cas, on peut donner ces ordres d'idées aux patients. Les calculs de 4, 5 mm, 90 à 80% de probabilité de s'évacuer spontanément. À partir de 6 mm, on est probablement en dessous de 50%, et puis les calculs de 6, 7, 10 mm. Clairement, il y a des doutes sur la possibilité d'une évacuation spontanée, et du coup, je dois dire que pour des calculs volumineux, je ne vais pas te donner de seuil parce qu'il n'y a pas de recommandation à la matière, mais pour des calculs qui approcheraient le centimètre, voilà, au-dessus de 8 mm, un coup de fil ne paraît pas totalement fou pour éventuellement poser une sonde de biologie rapidement, puisqu'on sait que le calcul ne va pas s'évacuer. Une chance relative, puisque la politique est simple, mais néanmoins, je pense que ça peut rendre service. Qu'en est-il de la thérapie médicale explosive? Ça, c'est un air qui traîne depuis longtemps. Ça consiste à prescrire un traitement alpha-bloquant. Alors, je précise que c'est encore hors AMM en France. Donc, tamsulosin à 0,4 mg par jour pendant 30 jours au maximum. Les recommandations françaises ouvrent la porte assez largement, c'est-à-dire les recommandations européennes de 2021 l'ont carrément recommandé avec un niveau de fort, puisqu'il y a eu en 2018 une étude randomisée sur la thérapie médicale explosive, et il y a un gain sur le taux d'expulsion spontanée, mais aussi sur la rapidité de cette expulsion, en particulier dans ce groupe des patients qui ont des calculs de plus de 5 mm. Alors, mettez un coup dans cette étude, que des calculs de 4 à 7 mm. C'est important de préciser. Et du coup, la meilleure indication serait que le calcul, cette étude montrait que le calcul entre 5 et 7 mm. Bien sûr que tout à fait. Voici la fiche qu'il faut remettre aux patients et il faut l'expliquer. Alors, les conseils sont premièrement tamiser les urines. Je le dis, je le répète, parce que c'est la mesure qui est la moins souvent respectée, y compris aux urgences. Donc, c'est important, si le calcul est récupéré par le patient, il va gagner beaucoup de temps et de moyens dans les explorations ultérieures. Tamisage, récupérer le calcul, ramener en complétion. L'hydratation, c'est une question très fréquente. Faut-il boire plus ou moins? Les recommandations, c'est normal. Les patients qui faisaient une restriction hydrique trop sévère pouvaient arriver à se déshydrater, et puis l'hyperhydratation n'a pas démontré d'efficacité dans l'exposition. Donc, hydratation normale. La prise de la température régulière, et puis surtout, il faut rappeler les signes de compliqués compliqués, et notamment les signes de compliqués. Le plus important, c'est de revenir d'urgence et arrêter les IRS en cas de fièvre. Pas oublier les examens d'imagerie dans les 48 heures et la consultation neurologique. Donc voilà pour la colite des choses plus simples. Alors, tout ce qui n'est pas simple, c'est compliqué. Donc, je rappelle les 4 items et les 3 questions la nuit. Y a-t-il de la fièvre, y a-t-il des urines, le terrain est-il normal ou pas? Et dans ce cas-là, en cas de colite des choses plus compliquées, le principe général sera de drainer le rein, mais on va voir qu'il y a une discussion, en particulier pour les coliques obstructives hyperalgiques. On est défini le lendemain en Belgique. Et comme ce traitement n'est pas urgentissime, il y a une vraie discussion sur peut-il ou pas monter une pneumologie. Et là, à nouveau, c'est la taille du calcul, sa localisation, le contexte, les leaders de l'utilisation, les impératifs, tout ça qui va permettre une décision partagée entre le patient et l'urologue, c'est-à-dire si on n'est pas une politique. Dans les 3 autres cas, je dois dire que le canal est relativement simple. Sauf peut-être pour la grossesse, on peut dire un mot en fin de vidéo. Alors, les drainages, c'est souvent des questions que l'on a. Il y a plusieurs types de sondes. Dans une colite, alors je fais du coup 3 situations. Une colite néphrétique lithiasique, sur une origine lithiasique, sans infection associée, en général, le guide périneo passe facilement sur le étape, le périneo passe facilement, et donc la sonde d'hyposie sera un très bon mode de drainage, pas trop protéiné, par contre, il n'y a pas de tuyau qui. En revanche, j'avais ici dessiné un peu de pus dans les urines, pour bien dire que si c'est pneu,
c'est un obstacle physique, mais pionéphrose. Pionéphrose, c'est une pionéphrose. Si lors de l'opération, on aspire du pus dans les qualités périculicielles, eh bien ce pus risquerait de boucher les sondes du logis, et donc il vaut mieux un tuyau qui s'extériorise par l'urètre, et qui permet avec une seringue de faire de l'avitaillement, mais aussi des rinçages, une fois par équipe, des rinçages de sérénité, une fois par équipe, pour laver ce poumon, et elle sera convertie, cette sonde, dans les 48-72 heures, par à nouveau une sonde biologique, une fois que le pus est développé. Et puis, troisième cas de figure, en cas d'obstacle tumoral infranchissable, eh bien, on peut redouter un échec d'une infection par voie rétrograde, et dans ce cas-là, c'est une néphrotomie qui va permettre un drainage effectif de ce. Un mot donc pour la colicocritique au cours de grossesse. C'est une situation qui n'est pas exceptionnelle puisque du côté droit, l'utérus gravide peut entraîner des compressions urétérales et donc on recommande aux patientes un déficit latéral gauche, pardon pour l'erreur, déficit latéral gauche pour dégager la droite. En général, c'est à droite. C'est vraiment une colicocritique lithiasique en cours de grossesse, ça peut arriver. Alors, là, c'est plus difficile. Parce qu'on est gêné par la contre-indication de rayon X, on fera des scanners que s'il y a vraiment un engagement du puis la contre-indication des diagnostics. Et en même temps, mettre une pondologie en cours de grossesse, c'est pas idéal parce que les patients enceintes ont une hypercalciurie physiologique qui a tendance à infiltrer les sondes et à les glisser plus rapidement. Et les sondes qu'il faudra changer toutes les 6 semaines pour la grossesse. Deuxièmement, c'est une anesthésie générale en cours de grossesse, qui va être répétée sur les 5 minutes. Et troisièmement, ça stimule le trigone et donc le col utérin avec un risque de. Si on peut éviter de mettre de sonde, on essaye de le faire. Et là aussi, il y a une discussion faite du qualité, de l'intensité de la douleur, récidive, vraiment du terrain. Un mot sur ces situations particulières, le syndrome de la jonction urétérale, qui correspond classiquement à un conflit entre l'urtère et une artère antérieure, et qui peut donner, même lorsqu'il a été traité, ce syndrome de jonction, le patient ou la patiente va garder une dilatation cólocalicielle séquelaire. Et du coup, la dilatation chez la patiente qui a un obstacle ancien est plus un conflit d'autres. C'est dans ce cas-là, du coup, un examen injecté va dire s'il y a vraiment une obstruction avec un retard, une situation particulière en cas de l'urinome, c'est un motif pour lequel un avis urologique est recommandé, mais ce n'est pas forcément une indication systématique de drainage. Là aussi, c'est du cas par cas. Et puis, j'ai mis pour terminer une image de la clinique pédique pour introduire sur la dernière notion de ce webinaire, c'est le fait que les obstructions urétérales ne sont pas que lithiasiques, elles sont même relativement souvent tumorales. Et vous le verrez dans le GH, dans les services d'oncologie, dans les services de pathologie ou du traité des cancers, et bien, les obstacles peuvent être sur les tumeurs pelviennes, et je rappelle encore une fois que le trigone lustial, dans cette situation, est à risque d'envahissement dans les cancers. On la constate, dans les cancers col-utérin, dans les cancers des icônes, évidemment. Donc ça, c'est toutes les tumeurs pelviennes, mais l'urtère peut aussi être comprimé par des nodules de carcinose ou encore par des tumeurs urothéliales de l'urtère. Et donc, tout ça, ce sont des situations qui sont difficiles. On a beaucoup d'appels sur des obstructions tumorales et la discussion se fait toujours sur le pronostic lié au cancer, sur la qualité de vie, parce que le drainage, une dilatation cólocalicielle pas ou peu symptomatique en fin de vie n'est pas toujours la meilleure solution pour un patient qui est type engagé. Et la meilleure question à poser à ces patients, c'est en cas d'échec de l'infection mycologique. C'est élevé. Le patient est-il prêt à accepter une néphrotomie? C'est la question importante. Si le patient refuse ce geste,
Donc, il ne faut même pas tenter le freinage, puisque en cas d'échec, il faut renforcer donc les. Donc, ce sont toujours des situations difficiles parce que les pronostics de lignes de chimiothérapie itérative sont. Vous verrez si vous nous appelez pour le drainage sur des obstructions tumorales, les internes d'urologie vous feront certainement parvenir cette feuille qui permet de poser les bonnes questions à la fois à l'équipe qui adresse le patient, mais aussi au patient lui-même, notamment sur les CDU, sur les risques neurologiques de méthode, et surtout sur est-il licite ou pas de faire une mystectomie, le patient est-il à réanimer ou pas en cas de défaillance opératoire. C'est vraiment, toutes les questions sont très importantes à poser, donc ce n'est pas simplement pour refuser ou temporiser, c'est parce que ce sont des situations délicates. Voilà, donc j'espère que ce webinaire aura éclairci vos idées sur la politique critique, en particulier simple et compliquée. Je crois qu'il y a possibilité de prendre des questions oralement, de dialoguer. Donc je reste en ligne une minute ou deux, si c'est le cas. Pour votre attention. Bonne semaine.